L'IA, c'est vraiment un assistant. Au Ouais. départ, j'avais l'intention de mettre de côté l'informatique et puis pendant le Covid, je me suis dit non, l'informatique c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et donc moi j'ai choisi Ouais. Opa, quelque chose qu'on utilise dans la langue de mon papa, le Batanga au Cameroun. Et je pense que si on veut être formateur, il faut s'intéresser à l'humain. Comment tu vois ton rôle du coup évoluer avec cette mise en lumière alors? En fait, même quand c'est difficile, fais l'étape d'après, tu vas voir, ça va aller. Oka, ça veut dire quelque part, allez, on y va. Dans mes études, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait des études déjà de japonais. Qu'est-ce qui résume aujourd'hui ton activité ou bien ta personnalité quand tu te lèves le matin en fait? Je vais commencer par ton dernier post, si je l'ai encore sous mes yeux. Aujourd'hui, qui influence plus l'autre? C'est l'IA ou bien c'est toi du coup? En fait, c'est une double question, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est à la fois influencé par l'humain, parce que l'intelligence artificielle s'entraîne sur différentes données qui viennent des humains, des millions de données. Et en même temps, nous, lorsque on interagit avec l'IA, on l'influence lorsqu'on lui demande de rectifier certaines choses, etc. Donc c'est dans les deux sens. Euh, Sachant que l'IA n'est pas consciente. Euh, L'IA, c'est vraiment un assistant. Et à partir du moment où on a compris que c'est un assistant et qu'elle ne peut pas nous influencer, elle ne doit pas nous influencer. C'est pas notre docteur, c'est pas notre ami, c'est pas voilà, c'est pas un humain. C'est simplement quelque chose qui va prédire des résultats pour C'est un pouvoir. collègue ou c'est un assistant du coup l'IA pour toi? Moi, je prends l'IA comme un stagiaire qui a 18 ans, qui arrive, Ouais. qui est pas trop, qui va essayer de faire semblant d'être sûr de lui et qui va faire ses preuves et qui va répondre à différents besoins, mais qui a besoin des fois d'être un peu recadré, comme un stagiaire qu'on va dire oh, là c'est pas encore l'heure de, de rentrer à la maison. Ah oui, d'accord. De plus en plus de personnes adorent ces épisodes de podcast chaque semaine. Vraiment, pour continuer à me motiver ou alors faire venir le plus d'invités ou bien des invités de qualité aussi comme Marie-Laure que vous avez là devant vous, faites-nous une seule faveur, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, vous activez les cloches de notification, d'autres personnes comme vous vont profiter de ce contenu en fait. Jusqu'à présent, YouTube me dit que 70% de ceux qui regardent le contenu ne sont pas abonnés. Donc, si vous êtes parmi ceux qui ne sont pas abonnés, vérifiez que vous êtes bien abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça permettra que d'autres personnes puissent profiter du contenu comme vous. Et moi, je m'engage avec ça d'aller chercher des intervenants de qualité comme Marie-Laure qui vont donc vous permettre aussi de pouvoir profiter de son expérience et de voir comment vous pouvez construire votre parcours. Avant de partir, j'ai 2 bootcamps. Un bootcamp pour développeurs et un bootcamp pour DevOps. Pour chacun des deux, le lien est dans la description en fait. Donc abonne-toi, surtout partage la vidéo à ceux qui sont autour de toi. Et d'avance, encore une fois, merci parce que ça m'aide beaucoup à progresser dans mon travail. On est reparti pour la vidéo. Et donc, et ceux qui disent aujourd'hui, l'IA va remplacer tous les développeurs, les assistants, les gens du droit. Comment toi tu réponds à ça du coup là? C'est difficile de prédire ce que l'IA va remplacer, Hmm. mais aujourd'hui, il faut savoir que l'IA est faite pour aider à remplacer les tâches qui sont automatiques, les tâches qui sont un Ouais. petit peu pénibles. Donc, un développeur aujourd'hui peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle, par exemple, peut s'appuyer sur l'IA pour du codage et des choses comme ça, Mhm. mais il ne va pas remplacer encore la compréhension fonctionnelle, c'est-à-dire se dire voilà, se poser les bonnes questions à la place d'un développeur. Donc, il y aura encore besoin. Pour moi, c'est une alliance humaine et IA. Il faut le voir comme ça. Et, et il faut en avoir peur ou pas du tout? Il faut en avoir il faut avoir, je pense, c'est pas une méfiance, mais avoir un esprit critique. C'est comme je dis, si on le prend comme un stagiaire, on a un esprit critique sur le travail que le stagiaire a fait, en se disant bon, est-ce que là, ce que j'ai en face de moi, ça a été vraiment vérifié? Est-ce que je peux pas faire quelques Mhm. petites vérifications? Est-ce que c'est vraiment un domaine dans lequel moi je peux faire des vérifications? Pour moi, il y a
tout un tas de questions à se poser, parce qu'on peut parler aussi de l'éthique de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et donc, on peut avoir un peu peur parce qu'on se dit ça va tellement vite que on sait pas de quoi demain ça va être fait. Mais si dans notre tête on a des sortes de bornes en se disant voilà, l'IA elle peut être biaisée. Comme je disais tout à l'heure, elle va se baser sur un ensemble de données sur lesquelles elle s'est entraînée. Donc, elle va être biaisée à quel niveau? Elle va avoir tendance, par exemple, à représenter les choses en fonction de ce sur quoi elle s'est entraînée. Je donne un exemple. En 2014, Amazon avait voulu utiliser l'IA dans le domaine des ressources humaines et se D'accord. disait bon, pour recruter, je vais utiliser cet outil de ressources humaines qui va m'aider à recruter, à aller chercher les bons CV. Sauf que comme l'IA ne s'est basée que sur des CV d'hommes pendant 10 ans, à ce moment-là, elle mettait de côté les CV de femmes. Mais cette manière de biaiser les choses, il faut en avoir conscience, sachant que c'était il y a 10 ans. De toutes les manières, ils n'ont pas utilisé cet outil. Mais donc, à partir du moment où j'ai en tête que, attention, peut-être que ce que je vais demander à l'IA ne sera pas le reflet de la réalité ou va accélérer les discriminations ou accélérer certaines choses, tant que j'ai ça en tête, ça devrait être un garde-fou. Il faut avoir un garde-fou. Après, quand on parle de l'IA aussi, ça dépend beaucoup de l'équipe qui a codé l'IA aussi derrière pour avoir, grosso modo, comment on dit ça, l'éthique, voilà, qui a été apportée quand on implémentait l'IA en fait, quoi. Il n'y a pas une IA, il y a des IA et parmi ces IA, chacun développe ses IA et même quand on parle d'agents IA aujourd'hui, ça va permettre d'ouvrir un champ de possibles, j'ai envie de dire, pour moi, qui devient très important en fait et puis à chacun de venir piquer ce qui l'intéresse dedans. Et comme tu Oui. disais, avec chez Amazon, par l'exemple chez Amazon, là, les femmes étaient mises de côté, involontairement ou bien volontairement par l'IA, mais bon, on dira ça comme ça. Et donc, ça me ramène vers un sujet aussi que je vois beaucoup, la sous-représentation des femmes dans les métiers de la tech, en fait, quoi. C'est quoi ton constat dessus? C'est quoi le problème, en fait, s'il y en a un? Alors, moi, je vais parler un petit peu au passé parce que j'ai travaillé dans des structures, dans des sociétés de services en informatique. J'ai C'était commencé quoi à la être... proportion à ton étape, en fait, du moins, quand tu travailles dans la société des services, de proportion de femmes par rapport aux hommes dans les équipes, en gros? Oh, je pense, je sais pas, ça devait être 30% de femmes, 70% d'hommes. Hmm. C'était pas si mal déjà à l'époque, hein. Il y avait quand même pas mal D'accord. de femmes. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement est-ce qu'il y a assez... Enfin, si, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Mais en plus de cela, moi, ce que je constatais, la particularité, c'était comme s'il y avait un blocage, un plafond de verre. C'est-à-dire qu'au niveau des métiers les plus élevés hiérarchiquement, on retrouvait pas de femmes. Mhm. Pas autant de femmes que d'hommes. Et c'est là que je trouve qu'il y Mhm. a un souci, c'est quel est le blocage pour ces femmes-là? Est-ce que le blocage, il est réel? C'est-à-dire, est-ce que quand elles demandent à changer de poste, quand elles demandent à aller un peu plus loin, est-ce qu'on leur accorde? Oui ou non? Est-ce qu'on leur fait confiance ou est-ce qu'elles se font confiance? C'est les deux aussi. D'accord. C'est quoi? Il faut qu'elles aillent taper aux portes ou bien qu'elles aillent postuler quand il y a des offres ou alors il faut qu'elles attendent qu'on leur propose des offres ou bien qu'elles fassent comme si il y avait personne à côté comme concurrence et puis on se lance seulement, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est difficile des fois de s'imaginer un poste élevé si on n'a jamais vu quelqu'un qui nous ressemble à ce poste élevé. En termes de Mhm. confiance en soi, il faut une certaine représentation. En fait, c'est intéressant de s'inspirer de ce qui existe par ailleurs. Donc, aujourd'hui, le conseil que je donnerais à ces femmes, ce serait de s'intéresser, par exemple, à l'association ISO, portée par Oulematou Baldé, qui met en avant les femmes dans le secteur du numérique et de la tech. Elle a sorti un livre qui est très inspirant cette année, disponible d'ailleurs sur Amazon, pour pouvoir mettre en avant des femmes dans la tech. Et je trouve que tant qu'on n'a pas en tête que c'est possible, c'est vraiment aussi un blocage, un frein. Après, il y a des femmes qui ont la personnalité, qui vont taper à la porte, etc. Mais pour les femmes pour qui c'est difficile, je pense que à l'époque, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, quand j'étais en société de service, j'aurais vraiment bien aimé avoir ce livre qui m'aurait inspiré en fait. Mais quand tu étais en société des services, du coup, qu'est-ce que tu aimais bien en fait dans ton quotidien d'ingénieur en fait pour que ça permette à d'autres de voir ce que ça fait en fait, du moins quel est le quotidien d'une ingénieure aujourd'hui?
Alors moi, mon quotidien, c'était, en fait, j'avais différents quotidiens parce que j'étais dans différentes missions. Mais la Mhm. dernière mission que j'ai faite, je travaillais pour le groupe Adecco en tant que sous-traitante. Et en fait, Mhm. j'étais chargée de faire passer le logiciel CRM ancien vers un nouveau, vers la nouvelle version. Et donc, Mhm. ma mission, c'était vraiment de comprendre comment étaient structurées les données de départ. Voilà, est-ce Mhm. que les chargés de recrutement qui étaient en charge de noter l'état d'avancement des recrutements des personnes dans les antennes ADECO, Mhm. est-ce que ces formulaires-là qui sont chargés de recueillir les données, quelles sont les données de base et ensuite comment on va pouvoir adapter ces données-là dans le formulaire en question pour pouvoir générer générer des tableaux de bord de suivi pour les directeurs commerciaux, etc. Donc moi, je devais vraiment prendre énormément de recul sur les données, vérifier qu'il y avait soit pas des doublons, vérifier qu'il y avait de la cohérence et s'il n'y avait pas de cohérence, les relever pour que la nouvelle version soit cohérente, pour que, en fait, les tableaux de bord, vous savez, enfin, on le sait, c'est quelque chose qui peut être super joli, super beau, il y a des graphiques et tout ça. Mais si la donnée, elle est mauvaise à la base, si ça raconte Mhm. n'importe quoi, on prend des mauvaises Mhm. décisions. Donc moi, Et j'attachais les une indicateurs sont grosse, pas bons, ouais. voilà. Donc Mhm. j'accordais une grosse importance à vérifier, à faire des tests à la fois métiers, fonctionnels, pour vérifier que là vraiment, il s'agit de la réalité du terrain en fait. Mon rôle c'était de vraiment aider à porter la voix des chargés de recrutement à l'intérieur des différentes antennes pour pas que on pointe du doigt par exemple l'antenne A en concurrence avec l'antenne B et qu'on dise l'antenne A fait n'importe quoi, n'arrive pas à recruter des personnes. Moi mon rôle c'était vraiment de refléter la réalité des choses et de m'assurer de pas Mhm. dire n'importe quoi. Là, tu nous parlais de Oulé son livre et puis l'association Yeso. En fait, du coup, tu disais que tu aurais aimé avoir ça avant quand tu étais encore en société de services. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là que tu aurais aimé avoir en plus, toi? Moi je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect voir la variété des profils D'accord? féminins. Déjà de voir qu'il y a des personnes qui sont docteurs en informatique, des personnes qui sont ingénieurs en informatique, qui ont différents types de parcours, parce qu'en fait, toutes les personnes n'ont pas le même type de parcours pour devenir Mhm. ingénieur. Il y a des personnes qui sont passées par un parcours long, d'autres un parcours plus court. Mhm. De voir qu'il y a à la fois des femmes blanches, noires, avec différentes origines, et de voir que c'est possible pour toutes ces personnes-là. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et aussi de comprendre les difficultés qu'elles ont traversées. Parce qu'en fait, moi, par exemple, les difficultés que moi j'ai traversées, j'avais l'impression d'être seule. En fait, il Ouais. y a rien de pire que de croire qu'on est seul à vivre quelque chose. Et le Seul fait, techniquement, quoi. Seul professionnellement, en gros. seul, voilà, Seul professionnellement, à professionnellement, vivre ouais. la difficulté. Et quand je lis le livre, je vois qu'il y a des femmes qui ont dû peut-être taper, pas forcément taper du poing, mais en tout cas contourner un petit peu ces choses qui sont du genre ce que des femmes vivent en entreprise. Ça peut être qu'on leur coupe la parole, Mhm. ça peut être qu'elles aient peur de postuler à un emploi, mais finalement elles ont décidé d'y aller. Toutes ces choses-là, c'est important en fait de se mettre de comprendre en fait la place de ces femmes-là dans leur parcours et de se sentir moins seule à se dire ah ben finalement en fait moi aussi je me pose ces questions mais elle y est arrivée. En fait c'est bon, Mhm. je peux le faire. Ou je peux rejoindre une association pour parler avec des femmes. Et en fait si je Mhm. peux rejoindre cette association-là, je serai moins seule. Euh, Clairement, moi j'aurais rejoint une association comme celle-là il y a 15 ans, il y a 10 ans, mais ça aurait pas été le même parcours. Je Mhm. regrette pas mon parcours, hein, mais je dis simplement, Mhm. c'est quand même une chance. D'avoir ça. J'ai envie de dire, là, je fais une parenthèse sur un sujet que je vois. Euh, Quand on a des associations comme ça, qui sont orientées vers les femmes, j'ai envie de dire, il faudrait rajouter une association orientée vers les femmes noires encore. Pour dire, ou bien, on fait d'abord l'être humain, on fait les hommes et les femmes, après on fait les hommes et les femmes blanches, les hommes et les femmes noires, et puis les homos, tout ça. À quel moment est-ce qu'on s'arrête pour trouver le bon cadre pour, dans lequel on va s'épanouir, j'ai envie de dire ça comme ça.
Et là, je te parle même pas de religion, catho, musulman, tout ça. Tu vois qu'il y a tellement d'angles sur lesquels on peut trouver l'association de ses rêves quelque part pour s'épanouir, pour dire à quel moment une femme qui va nous regarder ou bien un être humain d'ailleurs qui va nous regarder aussi va trouver le bon groupe, parce qu'au final, c'est un bon groupe avec qui on peut échanger pour Oui, s'épanouir humainement et professionnellement, quoi. c'est une très bonne question. En fait, moi, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à développer mon entreprise, je me Mhm. suis posé cette question-là et par exemple, j'ai essayé de chercher des réseaux, plein de réseaux, mais même trop de réseaux en même temps. Donc je me suis Mhm. penchée vers des réseaux féminins, je me suis penchée vers des réseaux de femmes plutôt sensibles, etc., etc., etc. Mhm. Et en fait, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que je sens que j'ai confiance suffisamment pour parler de mes difficultés. Ça peut être un Mhm. réseau mixte, quelque part on s'en fout, mais si Mhm. dans cet endroit-là, je sens que ma parole elle est écoutée, que j'ai ma place, que je peux évoluer, et ben en fait c'est le bon réseau pour moi, c'est celui-là en fait. C'est pas tellement est-ce que c'est exactement ce que je suis moi, mais la place que j'ai là-bas. Après, généralement, j'ai envie de dire, pour avoir fait beaucoup d'associations et pour être très militant, du moins, en faveur des associations, je dirais ça comme ça, je suis pas militant, mais je suis plutôt en faveur des associations. Euh, Trouver le bon, tant qu'on n'est pas à l'intérieur, c'est souvent très compliqué, en fait. Ouais. Pa- à la porte, la pancarte est souvent très belle, en fait, toujours. Mais c'est quand on rentre à l'intérieur qu'on se rend compte de ce qui se passe devant, quoi. Oui, quand on rentre à l'intérieur, et d'ailleurs même, moi, je me suis déjà fait avoir par un réseau où Mhm. j'avais vraiment un a priori négatif de ce réseau-là. Quand j'y suis allée, j'avais l'impression de pas me sentir à ma place. Je sais pas, il y avait quelque chose qui était un petit peu. J'avais l'impression d'être dans un réseau de femmes. Voilà, elles étaient vraiment habillées très 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 chic, vraiment en mode leadership à fond. Et moi, je me sentais pas dans ce type de réseau. En Euh, rentrant, ouais. voilà, je me sentais pas dedans. Et c'est marrant parce que quelques mois plus tard, peut-être moins d'un an après, 6 mois après, j'ai eu l'occasion de rentrer à l'intérieur de ce réseau par un autre Mhm. biais et j'ai Mhm. adoré. Je me suis très bien entendue avec la directrice de cette association. Et en fait, comme quoi, des fois, on a des a priori, mais il faut rentrer dans l'assaut pour voir comment c'est. Et ça, faut oser franchir la Mhm. porte, quoi. Il faut aller voir à l'intérieur, sinon après, ça devient compliqué d'avoir un préjugé étant à l'extérieur, effectivement. Là, on parle de deux choses. Ta compétence, grosso modo, technique et grosso modo, l'accompagnement humain que tu reçois dans une association, du coup. Est-ce que c'est ça qui te permet de te lancer aujourd'hui dans l'accompagnement à temps plein, j'ai envie de dire aujourd'hui, quoi? Oui, parce que en fait, moi, quand j'ai commencé à développer mon entreprise, la grosse difficulté que j'avais, c'était de savoir de savoir exactement qu'est-ce que j'allais proposer à qui. En fait, la plupart du temps, en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on a des compétences. On sait que Mhm. on a travaillé X années, par exemple, dans telle ou telle entreprise, mais la problématique, c'est de se dire qu'est-ce que moi je vais apporter au monde entre guillemets, ou qu'est-ce que moi je peux avoir comme valeur ajoutée. Et du Mhm. coup, en rentrant dans des associations, en rentrant dans des réseaux, le fait de mieux se connaître, mais de manière plus naturelle, puisqu'on on va faire des choses naturellement, on va pas se prendre la tête, on va participer à des ateliers, on va apprendre à mieux se connaître. Et ben du coup, ça va nous aider dans ce qu'on propose. Et moi notamment, l'accompagnement que je propose, je sais qu'il est juste parce que dans ma personnalité, j'aime beaucoup, par exemple, je dis pas n'importe quoi, non, j'aime beaucoup accompagner les autres à prendre conscience de leurs compétences. J'aime beaucoup encourager les gens. Et j'aime beaucoup faire des feedbacks. C'est naturel chez moi. Je vois quelqu'un qui a réussi à franchir une étape, mais naturellement, je vais dire oh bravo, etc. Je vais l'encourager. Et la compétence que j'ai, c'est vraiment ça, et cette capacité en fait à essayer, en tout cas, d'écouter la personne pour l'accompagner, pas lui donner des conseils, mais l'écouter. Mhm. Et du coup, c'est C'est pour vrai ça que que... oui. Ouais, vas-y, finis d'abord, finis d'abord. Non, non, dis-moi, ça m'intéresse la suite. C'est vrai que dans la partie accompagnement, en fait, c'est souvent très difficile de pas venir avec sa boîte à outils, de la dérouler comme ça. Et de c'est plus facile de venir avec sa boîte à outils et dérouler sa boîte à outils comme ça. Et c'est plus difficile de prendre du recul pour écouter ce que les gens ont déjà vécu, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont envie de faire, avant de se positionner par rapport quelque part à ce qu'ils ont dit, en fait, quoi. Oui, bah, d'ailleurs, c'est vraiment typiquement ce que j'ai pu apprendre en formation de coaching. Hmm. J'ai vu la différence parce que je donne un exemple.
Moi, je suis bénévole dans une association qui s'appelle OPE, Objectif pour D'accord. l'emploi. Et dans cette association, on accompagne des personnes à s'insérer professionnellement, notamment dans les domaines du numérique. Et c'est D'accord. là où j'ai vu la jonction entre le numérique et l'accompagnement. C'est dans cette association-là Mhm. que j'ai rejoint pendant le Covid. Et c'est marrant parce que j'ai vu la différence entre avant que je me fasse former par cette formation de coaching et après. Donc la première personne que j'ai accompagnée, j'essayais de tout faire. J'essayais de tout faire pour accompagner la personne. Vraiment, j'ai envoyé des messages de soutien, voire trop. J'avais pas encore de distance vis-à-vis de son accompagnement et j'écoutais pas tout exactement. Mais en gros, je me Mhm. suis presque épuisée à l'accompagner. Bon, la personne s'en est bien sortie, mais moi à la fin, j'étais épuisée. Et après, quand j'ai fait la formation, j'ai réussi à accompagner une personne en 5 séances chrono. 5 séances Mhm. où j'ai pu vraiment écouter la personne sur différentes dimensions. Comment elle va, comment elle se sent, quel est son objectif, quelles sont ses ressources, quels sont ses freins, ses blocages, quelles sont ses valeurs. À partir du moment où j'ai identifié tout ça pour l'accompagner en lui posant des questions, bah ça va Mhm. plus vite. Et moi, j'ai la bonne distance d'accompagnement de la personne. Mais ça voudrait dire que, en fait, aujourd'hui, pour accompagner quelqu'un, que ce soit humainement ou professionnellement, bien sûr, euh, il faut être à même d'abord d'écouter la personne d'abord pour commencer et de ne pas atterrir sa to-do list. Ta to-do list. En gros, ce que je veux dire, c'est euh, tes compétences humaines en tant qu'accompagnant ne suffisent pas. Mm. Prendre une formation qui va t'apprendre à bien faire les choses, c'est très important aussi quelque part. Oui, et non seulement c'est important, mais ça va aussi permettre de se sécuriser. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il va se poser des questions éthiques. L'accompagnement, c'est aussi l'éthique, c'est se dire, est-ce que la personne en face de moi, je suis OK pour l'accompagner? Et ça, faut être capable Mhm. de se dire, j'ai pas envie. Il faut aussi être capable de, par exemple, se faire superviser, de se dire, bah en fait, moi, mon simple regard, il est pas suffisant. Si jamais je me fais superviser, il y aura un regard extérieur de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Donc moi, j'ai fait des supervisions de groupe avec d'autres personnes et ça me permettait en fait de me poser des questions et d'avoir une vision réflexive. Parce qu'en fait, quand on est seul dans sa tête, on se rend pas compte Mhm. des biais qu'on a. On a forcément des biais, même si on est la personne la plus enfin voilà, on essaye d'accompagner le mieux possible, il y a forcément des biais, mais puis il y a aussi ce qui se passe pour nous dans la réalité du terrain. Nous-mêmes, on est en train de traverser nos propres difficultés. Donc comment Bien accompagner sûr. quelqu'un quand on a nos difficultés? Non, mais après, quand on lance l'accompagnement, moi, j'aime dire, quand tu changes de cap, là, de technique vers l'accompagnement, quels sont les principaux défis pour toi, en fait, que tu rencontres là, rapidement? Quand je change de cap du technique vers l'accompagnement, les défis, C'est ça. euh, c'est-à-dire là par rapport à mon parcours, Exactement, oui. les défis, c'est déjà bah, de passer du conseil Ouais, à l'écoute, ouais, de comprendre, de me poser la question de est-ce que je conserve l'informatique ou pas dans mon accompagnement. Parce qu'au ouais. départ, j'avais l'intention de mettre de côté l'informatique et puis pendant le Covid, je me suis dit non non non, l'informatique c'est quand même quelque chose d'hyper important et Mhm. ça permet à un certain type de population Ça, de je s'insérer confirme, ouais. professionnellement. Ouais. Voilà, Mhm. voilà. Bon, moi, L'autre par exemple, un de mes défi, credos, c'est de dire avant que tu ne parles dessus sur la partie informatique quand même, moi, j'aime souvent dire l'un des credos, en fait, du moins, l'un des créneaux, surtout à le Covid, on l'a vu, de s'insérer assez rapidement professionnellement quand on a un petit bagage scientifique, c'est de viser l'informatique, en fait, quelque part, quoi. De prendre une formation autour de l'informatique. Très souvent, il y a beaucoup d'opportunités derrière et on rentre facilement dans le monde de l'emploi derrière. oui, et surtout l'informatique est friande des personnes qui ont différentes compétences en fait. C'est pas parce que j'ai une Exactement, ouais. compétence passée que je peux pas l'intégrer par la suite. Quelqu'un qui Exactement. a travaillé dans n'importe quel domaine peut s'insérer dans le domaine de l'informatique et c'est ça que j'aime bien en Mm. fait dans ce domaine-là. C'est que ça permet de prendre différents profils parce que on en a besoin. Bien sûr, bien sûr. Un bon banquier, par exemple, va être un bon testeur, par exemple, pour les applications des solutions bancaires, en fait, quoi. Parce qu'il connaît Exactement. comment le métier de la banque fonctionne, en fait, et puis il sera pas très, très surpris, en fait. De même Oui, qu'un vrai mécanicien sera même d'être un bon testeur ou bien un bon développeur pour les solutions de mécanique, bien sûr. exactement. Et c'est quoi ton autre défi, du coup?
Bah, l'autre défi, pour aller dans le monde de l'accompagnement, c'est, aussi, bah, de comprendre, quelle était ma cible, à qui je m'adressais. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est la De partie trouver la plus à qui on va difficile. s'adresser, de C'est trouver ça. à qui on va s'adresser pour lui apporter les bonnes solutions, en fait. Parce qu'en fait, au tout début, en sortant de la formation, je me disais que j'allais m'adresser à tout le monde. Mhm. Donc, à tout le monde, quoi. Vraiment, j'avais pas de cible. Ouais. Du moins, je croyais que j'avais pas de cible. Mais j'avais déjà écrite, mais j'avais peur de me cibler, de me restreindre à une certaine population et de laisser de côté d'autres opportunités. Donc, je pense que ça, c'est un des plus gros défis. Et dans Mhm. cette cible, d'accepter que la cible, elle soit mouvante. C'est-à-dire de se dire, Ouais. peut-être que là, ma cible, c'est ça, c'est A, mais dans 6 mois, ce sera A et B, ou alors juste B. Et même quand on parle d'une cible très globale, peu importe le domaine dans lequel on travaille, il faut réussir à réduire au maximum pour se concentrer sur un ICP ou bien un profil bien particulier pour communiquer autour de ce profil-là et de ses difficultés, en fait, pour être à même de lui apporter des choses, en fait, bien sûr. Et ça, c'est souvent le plus difficile quand on est entrepreneur, bien quand on se lance à son compte. C'est hyper difficile. Je pense que ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Mais en fait, Mm. c'est fou parce que, en fait, quand on devient entrepreneur, on a tellement d'idées à la fois qu'à un moment donné, on a envie de faire ça, ça et ça. Le problème, c'est qu'en face, le client, il a du mal à se situer. Il se dit, mais attends, Marie-Laure, elle s'occupe de qui? De A, de B ou de C? Est-ce que moi-même, je suis concernée? Et quand l'entrepreneur arrive à se concentrer, à dire, voilà, finalement, là aujourd'hui, je dis n'importe quoi, sur LinkedIn, je m'occupe uniquement de la partie numérique. Je mets en avant vraiment que ces compétences-là. Bah, ma Mhm. lisibilité, ma visibilité, elle est beaucoup plus claire pour les gens. Le fait que je dise que par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à l'IA éthique, mais dans la tête des gens, ils vont penser à moi directement et ce sera plus Oui, bien clair sûr. et ça va aller plus vite. Mais c'est un renoncement bénéfique. Ce que tu décris là, c'est grosso modo ton quotidien d'entrepreneur, ce que tu fais dans ton entreprise à toi. Euh, Présente-nous justement ton entreprise. C'est quoi? Comment tu choisis le nom de ton entreprise d'abord? Ça m'intéresse souvent. Ah Comment tu ouais, choisis le j'adore. nom de ton entreprise? Alors en fait, quand je décide de choisir le nom de mon entreprise, je demande à mon entourage de m'aider. Ouais. Et à ce moment-là, je fais des petits sondages autour de mon entourage et je vois que c'est que des jeux de mots qui correspondent pas à ce que j'ai envie, mais c'était rigolo. Mais tu as ton idée d'abord au départ quand même. Du nom de l'entreprise? Oui. Ou Non, bien j'avais de pas d'idée. ce vers quoi tu vas aller quelque part. J'avais pas d'idée, mais je voulais que D'accord. ça montre une idée de positivité, d'aller en avant. Et puis, D'accord. en référence avec ma formation de coaching mêlée avec l'ingénierie que j'ai faite avant, je me dis que c'est intéressant d'avoir comme une interjonction, un mot court qui signifie quelque chose de puissant. Et donc moi j'ai choisi Oui. Oka, qui est quelque chose qu'on utilise dans la langue de mon papa, le Batanga au Cameroun. Mhm. Oka, ça veut dire quelque part, allez on y va. Et donc moi dans toute mon enfance, j'entends mes parents dire, allez, Oka Marie-Laure, on va dans la voiture, Oka mange. Et pour moi, c'est à la fois ce truc parental et ce truc de, en fait, même quand c'est difficile, fais l'étape d'après, tu vas voir, ça va aller. C'est un peu cette Ouais. signification-là. Bah, du coup, tu fais au cas, tu dis, moi, je vais me lancer au cas pour, grosso modo, briser la fracture numérique quelque part. Si j'ai tout compris. C'est quoi, qu'est-ce que tu as identifié aujourd'hui comme étant des fractures numériques sur lesquelles tu veux apporter des solutions, en fait? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, dans la fracture numérique, on peut parler aussi de l'électronisme. L'électronisme, c'est 17% de la population française d'après l'INSEE qui Mhm. a des difficultés à comprendre et utiliser les outils numériques. C'est comme on Mhm. parle des personnes qui sont illettrées, qui peuvent pas lire, mais là c'est la même chose, mais d'un point de vue numérique. Donc ces personnes sont D'accord. coincées, donc elles ne peuvent pas, par exemple, faire des démarches administratives, Initiative. elles peuvent pas trouver de l'emploi ou elles peuvent se sentir complètement isolées. Donc c'est pour ça Ce que que ça tu dis est concerne, marrant parce que quand je suis arrivé en France, moi, je voulais aller déposer mon CV devant les boîtes, en fait, chaque fois, quoi. Je c'est ça, marchais avec mon enveloppe et mon CV pour dire, vous recrutez pas quelqu'un là par hasard. Hein. C'est toujours très marrant d'avoir ce shift là qu'il faut avoir dans sa tête pour passer à l'action, effectivement. Hein. c'est ça. Et Mm. de se, et de,
ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que toutes les populations, toutes les franges de la population sont concernées. Souvent, on dit que ce sont les seniors uniquement qui ont des difficultés numériques, mais les étudiants, les jeunes aussi ont leurs propres difficultés. C'est pas parce que ils utilisent TikTok, Snapchat tous les jours qu'ils comprennent ce qu'on appelle le système d'information. Et je le Bien sûr. vois notamment dans les formations que j'accompagne. Et donc, Mm. les personnes qui sont éloignées du numérique, ça peut être tout le monde, mais à différents Mm. niveaux et en fonction de Mm. l'objectif. Bon, moi, je vais te demander de trahir un secret quand même. Comment tu trouves les personnes que tu dois accompagner au quotidien, en fait, quoi. Le plus dur pour un entrepreneur, je dis toujours, c'est d'avoir la première personne qui va te donner son premier euro. Oui, Moi, je oui, dis ça, oui. c'est le plus dur pour un entrepreneur. Et moi, je ne compte pas l'argent de ta famille, de tes amis, non. Moi, je compte la personne que tu ne connais de nulle part, ni d'Adam, Oui. ni d'Ève, et qui vient te donner son premier euro, en fait, quoi. Ouais, Comment tu les trouves? ça a été incroyable. Moi, je l'ai trouvé parce que je faisais un événement de réseau porté D'accord? par la région de Lyon. Ils font pas mal Mhm. d'événements à Lyon, mais je m'imagine dans toutes les villes entrepreneuriales et tout ça. Et je me souviens que mon premier client, cette fois, c'était sur non pas la partie numérique, mais la partie accompagnement d'entrepreneurs. Je me souviens que cette personne était bloquée dans son projet professionnel et je lui ai posé une question. Et cette question l'a tellement fait réfléchir que cette personne est venue vers moi sur les réseaux Après? et m'a Mhm. demandé voilà de l'accompagner. C'est simplement parce que je l'ai Mhm. écouté en fait. Bien sûr, hein. Et donc, quand tu as quelqu'un comme ça se déroule, c'est quoi ton accompagnement type, en fait, quoi, j'aime le dire. C'est quoi après avoir écouté, bien sûr, après, j'imagine que tu as des gros axes sur lesquels tu te poses pour avoir comment dire ça, des éléments satellites pour rentrer vraiment pour la personne. C'est quoi un accompagnement type, en fait, aujourd'hui pour toi, qui porte ses fruits, en fait? Alors donc moi j'ai deux types d'accompagnement des personnes. Soit je fais des formations numériques dans des structures, dans des Mhm. centres de formation, etc. Donc là c'est un autre modèle. Soit Mhm. je fais de l'accompagnement professionnel, donc type coaching. Et en Mhm. général, la première séance, non, il y a déjà une première prise de contact où moi j'essaie de comprendre quel est l'objectif de la personne, donc je l'ai écouté comme cette personne en question. Puis après, j'ai une première séance, voire deux séances autour de l'objectif de la personne. On dit souvent que 80% du travail, c'est de comprendre quel est l'objectif. Ben moi, mon travail, c'est celui-là, de comprendre et d'affiner l'objectif de la personne. Souvent, un Mhm. entrepreneur, quand il veut vivre de son activité, quand il veut passer à l'étape supérieure, il a du mal à fixer son objectif parce qu'il y a trop d'objectifs à la fois. Donc c'est aussi Mhm. arriver à filtrer, écrémer et poser un maximum de questions pour être sûr que la personne en face de moi sait qu'elle est responsable de son objectif. Elle arrive à identifier quels sont les bénéfices à atteindre cet objectif. Donc voilà, en fait, en général, je pose plein de questions dans tous les sens. Je fais un tour 360 de cette personne-là par rapport à cet objectif pour être sûr que c'est celui-là. Et des fois même, je laisse la personne mariner, pas mariner, mais en tout cas, je lui laisse du temps. Et à la deuxième séance, je lui demande, est-ce que c'est bien cet objectif-là sur lequel tu souhaites être accompagné ou il y en a un autre qui est arrivé entre-temps? Des fois, la personne Mhm. réajuste, elle dit non, en fait, j'ai parlé de ça la dernière fois. Non, 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 c'est pas celui-là. C'est plutôt ça. Et là, on part là-dessus. Et après, j'accompagne sur des sous-objectifs qui vont être en lien avec l'objectif général. Parce qu'en fait, la grosse difficulté des personnes et des entrepreneurs, c'est de se dire, moi, je veux, par exemple, 10 clients d'ici la fin de l'année. Et le Ouais. problème, c'est que j'ai France Travail qui va se terminer là. Donc, il y a une échéance, par exemple. Il y a une question d'échéance. Et à partir du Mhm. moment où il y a une échéance, le stress arrive. C'est clair, si tu te dis que le 29 décembre, tout s'arrête, tu as l'impression que tu n'as pas de vision, en fait. Tu ne peux pas avancer. C'est ça, ouais. Mhm. Et donc, la question, c'est d'aller transformer cette peur en vision et d'aller mettre, par exemple, des outils comme ça peut être d'aller chercher carrément du dessin, faire, je blague pas, des fois je dis à la personne, dessine-moi un tout petit peu comment tu te vois, mais non pas le 29 décembre, mais comment tu te vois en 2026, en 2027, et des fois ça fait parler la personne autrement, ça lui permet de se décaler. Je lui propose aussi des outils qui lui permettent de faire voilà, le 360 des choses. Et l'intérêt de tous ces outils-là, c'est de décentrer la personne de son stress et de son frein pour qu'elle avance petit à petit. Et en général, à la fin de la séance, elle a un plan d'action. Et entre les séances, elle est censée travailler sur ces actions-là. Mhm.
Mais est-ce que ta cible aujourd'hui, c'est principalement des entrepreneurs ou alors c'est monsieur et madame tout le monde? Moi, j'ai différentes cibles. Hmm. Euh, pour la partie accompagnement dans le domaine professionnel, principalement, j'accompagne des entrepreneurs. Ouais. C'est comme ça que ça arrivait à moi, plus qu'autre chose. J'ai pas forcément cherché, mais c'est venu à moi Mhm. comme ça. Mhm. Et pour la partie formation numérique, c'est monsieur et madame tout le monde. Parce que j'accompagne D'accord. des seniors Mhm. dans la ville de Lyon et de Villeurbanne. Donc c'est monsieur et madame Mhm. tout le monde. J'accompagne des Mhm. étudiants dans les centres de formation et j'accompagne des salariés, etc. Donc ça dépend à quel niveau. Arrêtons-nous sur les entrepreneurs, que moi je connais un peu plus quand même. Euh, Quand tu prends un entrepreneur en accompagnement, d'après toi, quelle est la checklist qu'il faut que l'entrepreneur ait en fait dans sa besace avant de, comment dire, se dire qu'il a lancé une activité qui est, voilà, qui est bien posée, qui est bien lancée, en fait, j'aime le dire, quoi. Administrativement, Ouais. comment on dit ça, commercialement, en termes de communication, sur tous les aspects, j'ai envie de dire, quelle est, d'après toi, la checklist qu'un entrepreneur devrait avoir pour, quelque part, être tranquille? Voilà. Donc, est-ce que c'est la checklist avant de commencer à créer son statut ou c'est la checklist de commencer à se dire bon, je lance ma boîte, c'est à quel moment? Moi, je vais commencer d'abord par le avant. Après, on prendra le pendant. Et puis, on verra comment ça évolue tout ça. Ouais. Bah, moi, je pense que quand même, la checklist, c'est d'avoir une vision à 5 ans de Ouais. son entreprise, parce que démarrer sans savoir comment je me projette, c'est bizarre, parce que ça veut dire qu'on va passer par des étapes où on saura pas si on a atteint l'objectif, et des fois, c'est super difficile de se voir à dans un an, parce que ça ne représente pas l'évolution souhaitée, mais à 5 ans, se dire à quoi va ressembler ma boîte, qu'est-ce que je voudrais avoir réussi à faire. Ensuite, il faut avoir identifié le statut juridique de son entreprise, idéal quoi, par rapport à différents critères. Moi, je sais que par exemple, je suis auto-entrepreneur, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir se mettre dans un autre statut, donc se renseigner auprès de professionnels du domaine juridique. Faut pas hésiter à aller vraiment se renseigner sur le statut, avoir des Mhm. modèles de contrat déjà en avance pour ne pas paniquer au moment en question. Parce que, par exemple, créer des contrats, ça peut générer énormément de stress. Je le sais Mhm. quand même. Avoir aussi une vision du type de communication qu'on a envie d'avoir. Euh, Par exemple, moi, j'arrive pas à tutoyer sur les réseaux sociaux les gens. Je vous Ah vois bon? l'ensemble des gens. Ça crée une distance, mais c'est de la personnalité. Et Ouais. avoir, ouais, c'est ça, et se connaître. Je pense qu'il faut Ouais. déjà avoir entrepris une démarche de se connaître. Il y a un aspect là que tu dis, vision à 5 ans. J'ai envie de dire, est-ce que si moi je vais lancer une solution ou je vais lancer une entreprise ou alors je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il faut, quand on a la vision à 5 ans, est-ce qu'on ne risque pas d'être frustré parce que à 2 ans ou à 3 ans, on n'a pas réussi les étapes qu'on s'était mis sur la route? Ou alors, est-ce qu'il faut se dire, je me lance, je vais ajuster sur la route ou je vais pivoter sur la route parce que c'est ce que le marché me demande. Parce qu'au départ, je suis pas sûr que ce que je vais mettre sur le marché de l'attend ou le marché le demande, quoi. Et Oui, donc, ou on est frustré en disant, OK, c'est pas grave, je crois à mon idée, j'avance jusqu'au bout, j'ai créé le nouveau Facebook, ça va finir par donner. Ou alors, ou on est quelqu'un qui dit, bon, je commence d'abord, je fais une formation en HTML, ça ne marche pas, OK, je ferai une formation en plomberie plus tard, parce qu'il y a le besoin de domaine de plomberie, parce que j'ai la compétence de formateur. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça dans l'accompagnement? oui. Alors, moi, je pense que c'est important d'avoir une vision à 5 ans pour se Mhm. motiver. C'est-à-dire de se dire, D'accord? idéalement, c'est ce que je veux. Mais en même temps, d'avoir cet esprit entrepreneurial, de se dire, je m'adapte aussi au marché, parce que c'est impossible de prévoir les métiers de demain ou de savoir exactement qui on va rencontrer. C'est juste un fil conducteur, c'est comme une étoile là qui brille quelque part, un objectif qu'on a en tête. Mais entre-temps, on va emprunter différents chemins. Et notamment, alors moi, c'est marrant parce que il y a 4 ans, ouais, il y a 4 ans exactement, j'avais écrit que j'allais accompagner dans le cadre de la fracture numérique des personnes âgées
à utiliser les outils numériques. Je l'avais écrit, j'avais vraiment décrit mon projet et j'avais écrit aussi que j'allais faire de l'éducation numérique auprès Mhm. des collégiens, des lycéens, mais aussi auprès de tous les professionnels qui utilisent l'informatique pour sensibiliser à l'utilisation du numérique, mais de manière responsable. C'est ce que je suis en train de Mhm. faire à 1 an près. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de s'adapter au marché, ça va permettre aussi euh, non seulement de pas avoir cette frustration, mais aussi des fois de revenir. On ne sait pas de quelle manière on peut revenir à son objectif. On ne sait pas. À un moment donné ou un autre, on va peut-être y revenir. Mais c'est juste une vision qu'on a en tête, mais il faut pas en faire son fer de lance, parce que sinon, à ce moment-là, on s'épuise, on est déçu, on se dit, bah, j'ai rien eu comme objectif. Mais par contre, je défie n'importe quelle personne qui a écrit en 2025 son projet entrepreneurial, je la défie de regarder ce qu'elle a écrit en 2030 pour avoir le bonheur de voir ce qu'elle a réalisé. Moi, je sais que pendant très longtemps, quand on lance une entreprise, on dit aux gens de faire des business plans, en fait, pour pouvoir suivre l'évolution de machin. Est-ce que c'est encore viable aujourd'hui d'en faire? Est-ce que c'est encore... On peut faire un business aujourd'hui sans faire de business plan, quoi. Ça, c'est une question qui m'intéresse énormément parce que, alors, je suis pas du tout sensible au business plan. J'ai un problème avec ça. D'accord. Alors, Ouais. je me suis d'ailleurs demandé si c'est peut-être quelque chose qui m'a freiné dans mon développement d'activité. Le problème, c'est que Mhm. je ne comprends pas comment je peux détailler autant cet outil sans avoir une vision précise. Et quand je l'ai fait, je me sentais pas alignée. Je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être alignées avec le business plan, avec un fichier Excel précis, des étapes, et en fonction du domaine dans lequel elles sont. Et je pense qu'il y a des gens comme moi qui sont très intuitives, qui ont Mhm. besoin de rencontrer des personnes et qui, de relation en relation, vont faire évoluer leur projet. Je pense que c'est aussi une question de personnalité. Alors, dans ce que tu as dit tout à l'heure, dans la checklist, en fait, il fallait parler de contrat. Moi, j'ai une question. Je n'en ai pas de contrat, docteur. Est-ce que c'est grave? Moi, j'ai pas de contrat type, quoi. Non, je sais pas si c'est grave, mais je sais que moi, ça m'a sécurisé dans les D'accord. premiers contrats que j'ai passés parce que les premiers temps, j'utilisais le même modèle de contrat, etc. Puis après, je l'ai fait évoluer. Dans tous les cas, c'est pas grave parce qu'on peut toujours demander à un collègue un modèle de contrat ou on peut aller en ligne en chercher. Ça existe. C'est pas comme si les contrats étaient des choses clôturées quelque part, etc. C'est juste que je trouve Mhm. que c'est intéressant d'en avoir pour pas se retrouver. Parce que pour moi, dans l'entrepreneuriat, bizarrement, une fois qu'on a eu le premier client, le truc le plus dur, c'est de fixer ses prix, Oui. Oui. de définir sa cible et l'aspect contrat juridique. Alors que je Parce qu'au pensais que ça au allait... départ, on prend tout d'abord, ouais. Ouais, voilà. Je Mhm. trouve que Mhm. ça génère, moi en tout cas, ça m'a généré énormément de stress de fixer mes prix. Je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas, nous, les entrepreneurs, surtout, moi, surtout dans le numérique, justement, tout ce qui est conditions générales d'utilisation, tout ce qui est mention légale, en fait, c'est des choses sur lesquelles on pêche beaucoup, en fait, quoi. C'est quoi? C'est pas important, c'est qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on risque, en gros, d'après toi? Oh, 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 je ne saurais que répondre à cette question. Ça me Mhm. pose la même question. Je me pose la question de cela parce que je sais même pas. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel il y a peut-être une négligence. Ouais. Ça vaut le coup de se renseigner là-dessus. Parce que moi, je sais que des fois, quand tu vas sur un site de n'importe quel gros ou n'importe quel grand, en fait, il y a toujours quelque part les mentions légales, en fait, que personne ne lit jamais. Mais le jour où tu viens me poser une question, on te dit, c'était marqué dans nos mentions légales. Le jour où on te facture un peu trop, tu dis, ah non, non, c'était marqué dans nos mentions légales. Si tu les as pas lues, va lire le paragraphe 45, ligne, machin. Et du coup, je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de se rapprocher des structures juridiques qui vont t'accompagner vraiment pour mettre en place tout le package, en fait, pour que tu puisses être vraiment, comment on dit ça, protégé, voilà, quand les problèmes vont arriver, parce que un Oui, entrepreneur, c'est pas que gagner l'argent, c'est aussi faire face à beaucoup de problèmes, en fait. oui, et notamment nous dans le modèle de contrat que j'avais, il y avait une clause de litige parce que comme je suis en Ouais, relation avec des personnes, il peut y avoir des litiges sur le niveau de satisfaction du client. Et dans ce cas-là, bien le sûr. litige, il est réglé à l'amiable par un Ouais. médiateur de Mhm. la région. Et c'est important de le mettre quelque part dans le contrat. Ouais. Et il y a une deuxième dimension, c'est en cas de litige sur le contrat lui-même, il y a le tribunal de Mhm. commerce de la ville en question
qui peut nous aider. Donc c'est bien de quand même les mentionner. C'est bien d'aller voir des structures qui peuvent nous aider. Moi, par exemple, j'ai même été voir un comptable. Alors, j'ai un ami qui est comptable, donc je lui ai posé des questions. C'est Je plus comprenais facile. rien à ce qu'il me disait. Hein. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais je me suis dit au moins, j'ai été le voir. J'étais voir. Euh, du coup, moi, je reviens la première personne qui a donné son premier euro, là. Quand elle repart, d'après toi, c'est quoi sa satisfaction, en fait? C'est quoi le moment qui, même toi aussi, te rend heureuse pour dire, voilà mon premier client, voilà mon premier dossier que j'ai livré, en fait, quoi. Moi, je pense que sa satisfaction, c'est de voir que l'échéance que cette personne avait en tête n'est plus une échéance. Euh, voilà, la personne était bloquée au niveau professionnel et personnel par une date administrative qui le stressait. Mhm. Et cette personne avait l'impression que plus rien n'allait exister après cette date-là et ne pouvait pas avancer. Et la satisfaction, c'est que déjà la date est passée, donc la personne était en face de moi et allait très bien. Le stress était derrière lui. Et la satisfaction de voir que cette personne a pu rejoindre une structure dans laquelle elle a pu développer ses compétences. Il arrive aussi que j'accompagne des entrepreneurs qui ne développent pas leur entreprise, ça arrive, hein, et qui trouvent leur intérêt dans une structure qui correspond à leurs valeurs. Il faut aussi dire ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur et que ça convient pas forcément à tout le monde, en tout cas pas à tous les moments. Donc la satisfaction, c'est de se trouver à la bonne place au bon moment. Et même quand tu parles depuis d'accompagnement, il y a un élément qui est très important. En gros, on travaille sur l'humain, en fait, quoi. On parle vraiment sur les êtres humains. Chaque humain va venir avec ses priorités, sa vision de la vie, sa vision des choses, en fait. Et donc, toi, tu es axé, je dirais ça, autour du bien-être, en fait, tout simplement, quoi. Des gens dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur façon de faire. Pourquoi, d'après toi, c'est important que les gens se portent bien quelque part, quoi. J'allais dire à la limite, égoïstement, tant que tu me fais, si tu te sens pas bien, moi, je m'en fous un peu, quoi. Bon courage. Pourquoi c'est important que les gens se sentent bien, en fait? Parce qu'on est dans une société ou bien parce que c'est des valeurs pour toi ou bien il faut passer par là, quoi. Alors moi, je pense que c'est clairement des valeurs qui m'ont été inculquées dans ma famille. Deuxièmement, je pense que quand j'ai travaillé en société de service et que je voyais du mal-être en entreprise, moi, ça me touchait parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui allaient vraiment pas bien, qui étaient gris, qui mangeaient On des est des sandwichs. matricules, hein. On Comment? est des matricules. On est des Ouais, matricules souvent dans les sociétés de services. On c'est te ça. porte, on te met dans une mission, t'es pas content, c'est ton problème, tu vas te débrouiller pour que ça marche bien, ouais. C'est ça. Et je Mhm. comprenais pas en fait dans quel délire j'étais entrée et je me disais c'est fou cette capacité de l'être humain en groupe à accepter le mal-être. C'est comme Mhm. si c'était OK alors que c'est pas OK. Et je me demandais qui va alerter pour dire que stop, il faut changer les choses. Moi ça me rendait moi, ça me mettait même en colère, ça me mettait mal pour la personne qui était pas bien, parce que je me disais, vers qui elle peut se référer? Je pense pas que ce soit Mhm. uniquement les RH, parce que les RH, des fois, sont un petit peu, dans les grosses structures, éloignés de ce qui se passe. Je pense pas que ce soit non plus les managers de proximité. Je pense qu'il manquait, dans ces structures-là, quelque chose pour que les gens soient bien. Et j'ai l'impression aussi que de manière générale, dans la société, quand un groupe de la population ne se sent pas bien, je pense aux personnes qui sont exclues, des gens dans la rue, à toutes ces personnes-là, on a tendance en groupe à vouloir avancer coûte que coûte, mais on peut pas vivre dans une société où les gens ne vont pas bien, parce que dans tous les cas, ça va, j'ai l'impression que la vie est cycle. De toutes les manières, Ouais. on a l'impression d'être détaché, par exemple, je dis n'importe quoi, des pays qui sont en voie de développement. On se dit, bon, voilà, eux, c'est la galère, nous, bon, ça va et tout, on se sent pas touché, mais on est tous liés, on est dans le même Ouais. bateau, et on l'a vu pendant le Covid, on a tous besoin Mhm. les uns des autres. Peut-être que ce sont ces pays-là qui vont nous apporter des solutions demain. Et même quand on est dans une société en tant qu'être humain, en fait, moi je dis souvent, c'est pas parce que les gens sont dans des périodes difficiles qu'elles ne vont pas se relever et être des solutions pour toi demain non plus, quoi. C'est Parce que, comme exactement on ça. disait, la vie, c'est un cycle, en fait, ça tourne, en fait, quoi. On sait jamais ce que demain réserve, en fait, quoi. Mais par contre, on est dans un Exactement. monde capitaliste, je dirais ça comme ça. Quand tu apportes une approche humaine, tu n'as pas des gens qui sont un peu, qui te regardent avec les gros yeux pour dire, mais elle est pas mère Teresa, elle se prend pour mère Teresa, en fait. C'est quoi son truc qu'elle nous apporte là, quoi. Oui,
C'est une des peurs que j'ai eues quand j'ai commencé à parler de mon activité. D'ailleurs, je voyais les gens me regarder très bizarrement quand je parlais de l'accompagnement à l'épuisement professionnel, quand je parlais de prévention du burn-out. Les gens me regardaient. Souvent, j'avais un silence. J'avais l'impression vraiment de mettre mal à l'aise les gens sur ces sujets-là. Souvent, on te demande est-ce que ça paye ton truc, quoi. Est-ce que ça fait vivre son nom, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est une vraie question, mais en fait, je pense que j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a quand même une grosse part grandissante de personnes qui s'arrêtent, qui posent des arrêts maladie au boulot. Je pense que les médecins peuvent témoigner. Je pense que On est ça dans le coûte. premier pays qui consomme le plus d'anxiolytiques, par exemple, quoi. Donc, Voilà, c'est dire ce que ça veut dire, ouais, bien sûr. Hein. c'est quand même symptomatique. Je pense que la santé mentale est une priorité gouvernementale aujourd'hui. On parle de tous ces sujets-là, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? C'est une question que je me pose. Et je sais que il va y avoir une transition où les entreprises vont vraiment se poser la question, vont se sentir obligées d'accompagner de plus en plus ce bien-être au travail. Mais ça veut tout dire et rien dire, le bien-être au travail. Est-ce que le bien-être au travail, c'est de proposer, je sais pas moi, juste des séances de yoga ou de proposer d'une partie de bowling? C'est quoi en Mettre le fait le bien-être? baby-foot. Mettre un baby-foot dans la salle, en fait, Un quoi. baby-foot? Est-ce que c'est ça? Moi, Ouais, je l'ai vu, ouais, hein, dans une société de ouais. service dans laquelle j'étais. Ils ont fait des travaux, ils ont mis des magnifiques bâtiments, et en fait, j'étais là, mais vous êtes à côté de la plaque parce que c'est pas que ça. C'est un argument de recrutement à un moment donné. On a un baby-foot chez nous, en fait, quoi. C'est un argument que les gens sortaient en recrutement, en fait. C'est un argument, mais que je trouvais un peu triste parce que je me disais, mais Ah, les mais gars, bien en sûr, fait, hein. vous Bien passez sûr. à C'est côté. pas le baby-foot qui te lève le matin, quoi. C'est ça, c'est pas C'est ça pas qui va ouais. donner la motivation à la personne. Je pense qu'il faut vraiment que les personnes soient en capacité de trouver un lieu d'écoute pour dire Ouais. vraiment ce qui va et ce qui va pas. Ce qui est intéressant dans les projets informatiques, moi j'ai vu une évolution. En Mhm. fait, quand je travaillais dans l'informatique en société de service en 2011, on était dans des projets en cycle en V. Ouais. Donc cycle en V où le client ne voyait le résultat de son besoin que 2 ans plus tard. Et des fois, il disait «Oh C'est mon ça. Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle est cette Ouais. horreur?» Recommencer. Mhm. Et on est passé du cycle en V aux méthodes agiles. Et dans les méthodes Ouais. agiles, je trouve qu'on intègre de plus en plus quand même la parole et la communication à chacun des membres de l'équipe pour comprendre c'est quoi les freins, qu'est-ce qui va pas. Mhm. Donc plus les entreprises intégreront cette dimension humaine, qui est que les gens soient capables de dire vraiment ce qui va pas, plus ces entreprises y arriveront, à mon avis. Et tu disais dans les entreprises, il faudrait qu'il y ait des espaces où les gens vont s'exprimer, en fait. Ça fait un peu alcoolique anonyme, non? Où tu vas aux alcooliques anonymes, tu dis, eh ben, les gars, j'ai arrêté de boire, ça fait 45 jours, ça va bien, quoi. Et surtout, ma question, c'est comment tu en fais émerger, quoi? Comment je fais émerger quoi? Des espaces où les gens peuvent s'exprimer, en fait, quoi. C'est pas tout le temps que c'est ouvert, c'est disponible, en fait, quoi. Tu vois, on parle par exemple de psychologie au travail, des choses comme ça. C'était pas les Bah, choses qu'on voit tous les jours dans les boîtes, quoi. et ben, par exemple, il y a la semaine de la QVT, la semaine de la Ouais. QVT de la qualité de vie au travail qui a lieu au mois de juin, chaque année. Mhm. Je pense que c'est un Mhm. espace déjà qui peut être intéressant pour les entreprises parce qu'elles savent que toutes les autres entreprises en France vont promouvoir un petit peu le bien-être en entreprise et que c'est pas c'est une bonne excuse pour proposer ça et de voir si les salariés, les collaborateurs, ça déclenche quelque chose de positif, ça déclenche une envie, soit de formation, soit d'accompagnement. Je pense que il faut faire, en fait, les entreprises vont faire comme les autres. Si on sait que Ouais. l'entreprise A, qui est à côté, a mis en place un espace d'échange, pas type, mais même, je trouve que justement cet exemple de alcoolique anonyme, c'est hyper intéressant parce que c'est lié à une maladie, mais en même temps, c'est vraiment ça en fait. C'est l'échange, Ouais. l'écoute, le non-jugement, la bienveillance. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui peuvent dire oui, mais c'est bon, on n'est pas chez les psys, là, pourquoi est-ce que je ferais ça pour mes salariés? Bah très bien, moi j'ai Mhm. envie de répondre à ces entreprises, ne faites rien et continuez de perdre des gens. Il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que quand les gens ne sont pas à l'aise dans les entreprises, tu as un turnover qui devient très important et donc ça se ressent aussi sur la qualité de ce qui est produit par l'entreprise parce que les sachants vont continuer à partir, on aura toujours des nouveaux qui vont arriver et il faut réussir à un moment donné à garder une cohésion pour augmenter la qualité de ce qu'on produit et même ce qu'on produit en quantité, quoi, tout simplement. Alors moi j'ai un exemple très frappant en fait moi je suis très fascinée par les groupes. Les groupes sociaux, c'est fascinant parce que par exemple quand je travaillais dans les hôpitaux de Paris, je prends un autre Mhm. exemple.
Je formais les médecins et les infirmiers et infirmières, les médecins, mais les dames, les messieurs, infirmiers, infirmières. Je veux vraiment dire qu'il y a des médecins femmes, des médecins hommes, des infirmiers hommes, des infirmiers femmes, etc. Tout le personnel médical a passé du papier à l'informatique. Et donc, je passais de service en service. Donc, je voyais les chefs de service et je voyais les équipes. Et là où les équipes étaient les plus efficaces, c'est là où le chef de service était le plus à même de répartir le pouvoir, l'écoute, l'échange dans les équipes. C'est là où il y avait le moins de galères. Parce que ce chef de service avait la capacité à distribuer les compétences autour de lui et à non pas faire le petit chef, mais à se dire, OK, qu'est-ce que mon équipe peut m'apporter? Et là, ils étaient au taquet, quoi. Ils étaient au taquet. Donc, je trouve intéressant de se dire que les entreprises, les structures, les groupes où la personne qui dirige a conscience que les compétences sont distribuées dans ces différents salariés, que chaque salarié a sa place, et donc que je peux les accompagner à prendre du recul, à échanger avec eux, ça va être bénéfique pour la qualité du travail, ça va être bénéfique pour l'ambiance. Financièrement, ça sera forcément bénéfique, et en plus, il y aura de l'innovation. C'est tout bénef. C'est tout bénéfique pour tout le monde, bien sûr. Et puis, depuis, on parle beaucoup d'humains et de fractures numériques. Et il y a deux entreprises que je vois chaque fois que je regarde ton profil, chaque fois que je les vois. Moi, j'ai essayé, je suis pas parvenu parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. C'est d'abord Simplon, que moi j'aime beaucoup en fait. Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de t'investir auprès d'une boîte comme Simplon, en fait, quoi, humainement et même professionnellement aussi, quoi. Alors Simplon, c'est énorme parce que j'avais accompagné une jeune fille justement, j'ai dit que j'ai accompagné une jeune fille chez OPE, Objectif Pôle Emploi, pour qu'elle s'insère dans le domaine du numérique. Et en fait, elle m'avait parlé de Simplon il y a justement 5 ans. Simplon, je vais voir leur site internet, je me dis ils sont super intéressants parce qu'ils accompagnent des personnes qui sont pas forcément, qui peuvent être réfugiés, qui peuvent être d'origine étrangère, à s'insérer via le numérique en France. Et donc, quand il y a 5 ans, elle me parle de Simplon, je me dis, faudrait que je postule pour eux. En tant qu'entrepreneur, que je puisse travailler avec eux, faire un partenariat. Et finalement, j'ai eu la possibilité de faire un partenariat, effectivement, cette année, avec eux. Et quand j'ai vraiment signé ce partenariat-là, je me suis sentie tellement heureuse parce que c'était un rêve qui devenait réalité, parce qu'en termes de valeur, il y a ce truc de se dire, voilà, moi j'ai accompagné 14 réfugiés, 14 humains qui venaient de différents pays, en collaboration avec une autre formatrice. Et ce qui me faisait du bien, c'était d'aller chercher chez chacun d'entre eux des compétences qu'ils ont l'impression d'avoir oubliées parce que leur parcours de vie les ont emmenés à mettre de côté leurs compétences. Il y avait une personne qui était psy avant, dans son pays. Il y a des personnes qui ont fait des choses de fou, qui sont tellement intelligentes, mais à cause de leur parcours, ils sont fracturés, entre guillemets, ils ne peuvent pas s'insérer. Et arriver à faire à ce que ces personnes-là, au bout de 6 semaines, se disent, parce que ces personnes-là avaient un frein, c'était le français. Donc se dire aussi, grâce à la prof de français, grâce aux activités techniques, grâce à tout ça, je peux obtenir une certification qui me permet de dire qu'aujourd'hui, j'ai des compétences de base numériques, je peux travailler dans le numérique, je comprends le français. Il y a des personnes qui partaient de loin en français. Et de proposer des exercices pour que les groupes, ces 14 personnes, puissent travailler même en semi-autonomie. Donc, dans les exercices, je leur proposais de se mettre dans la peau, je sais pas moi, d'un vendeur de matériel numérique et d'aller vendre le matériel. De se mettre dans la peau d'une personne qui avait besoin de comparer, d'un journaliste, et d'aller comparer des sites internet pour aller naviguer d'une application à une autre et d'aller expliquer les différences. Enfin, ils ont été capables, ces personnes-là, en 6 semaines, d'expliquer des applications numériques en français aussi bien que moi, voire mieux que moi. Et ça, c'est une fierté. Parce que je dis effectivement, la barrière de la langue, en fait, n'enlève rien aux compétences des gens ou bien à l'intelligence des gens, en fait, quoi. Dès que tu as traversé la barrière de la langue, en fait, effectivement, le champ des possibles s'ouvre à toi, quelque part, j'ai envie de dire. Et donc, tu repars dessus. Et donc, là-dessus, il y a rien à dire. Et du coup, qu'est-ce que toi, humainement, encore une fois, ça t'apporte d'aller chercher les Simplons, par exemple, quoi?
Bah, en fait, Quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis, j'ai fait un truc que tu dis que c'est quoi? alors moi, ce que j'ai adoré, c'est d'aller rejoindre ces personnes là où elles sont. Parce que Ouais. souvent, c'est pas le cas. On va pas aller chercher là où elles sont. Leur demander, parce que pour créer une ambiance de groupe, moi souvent, je leur demandais des trucs qui avaient rien à voir avec la choucroute, hein. Je leur demandais Mm. leur plat préféré, je leur demandais leur film préféré, je leur demandais de parler d'eux en fait et de créer Mm. ce lien-là entre les personnes. Ça permettait à chacun, parce qu'il faut savoir qu'il y avait dans les personnes des personnes qui venaient de pays qui eux-mêmes étaient en guerre les uns contre les autres. Oui, Donc, oui. c'est-à-dire que pour moi, je me disais, mais mince, comment ça va se passer? Mais en fait, on remet l'humain au centre et en se disant, mais finalement, le fil conducteur, c'est l'humain. À partir du moment Mm. où il y a un peu de bienveillance, il y a du non-jugement, on peut tous y arriver. Et donc, c'est comme une micro-société. C'est un Mm. peu le reflet du monde. De se dire, mais en fait, on Mm. peut tous faire un effort et s'entendre. Enfin, je veux dire, si réellement on a cet espace-là. Voilà. Mais du coup, toi, humainement, quand tu rentres le soir, tu as une vision différente de la vie. Comment on dit ça? Tu comprends mieux les choses que tu n'aurais pas compris en partant de dispenser des formations ou pas? Ah bah oui, c'est ça. Déjà, avec toute l'humilité que j'ai, j'apprends des choses sur les pays des personnes en question. J'apprends aussi c'est vraiment, je pense il y a que en faisant qu'on se rend compte des compétences des gens. Quand on forme les Mm. gens, on peut avoir un a priori sur les seniors. Les seniors, par exemple, on peut se dire, ils sont lents, ils vont rien comprendre. C'est pas vrai. Ces gens-là ont Mm. besoin de contexte, mais ils sont pas lents. Ils sont même plus intéressés que des personnes qui sont plus jeunes. Donc, Et même ça s'ils sont pas, permet et même s'ils sont lents, ça travaille ta patience, en fait, aussi, quoi. ça travaille ma patience, ça travaille aussi ma capacité à être précise. Ouais. Après, est-ce que tu penses que toute personne qui a des compétences devrait être formateur? Je pense qu'il manque l'aspect, peut-être, il faut se poser la question de la, non seulement de la pédagogie, mais de la capacité à ne pas faire le prof. C'est-à-dire, quand je dis faire le prof, aujourd'hui, Mm. on essaye d'aller vers des pédagogies un peu différentes. C'est-à-dire que Mm. le centre de l'attention, c'est pas moi, le prof qui sait, mais c'est la personne que j'accompagne. Ah, je ne déroule pas mes connaissances, en fait, quoi. Comme si c'était un tapis, et puis je dis, je connais mieux que toi, suis-moi, et puis ne dis rien. C'est Mais je ça. dis plutôt, j'écoute ce que tu veux, et je sais adapter mon discours à ce que tu veux pour être à l'aise, en fait, effectivement. C'est ça, c'est de la pédagogie active et eux-mêmes peuvent être moteurs pour aller chercher des thèmes qui sont importants pour eux. Eux-mêmes ont conscience de sur quel domaine ils ont besoin d'avancer. Et je pense que si on veut être formateur, il faut s'intéresser à l'humain. Il faut être capable aussi d'être dans l'humilité. Et en fait, un des trucs aussi les plus intéressants, c'est de se dire, peut-être que la personne que je forme demain, ça sera le président de la République. J'exagère, hein. Peut-être que ça sera Mm. demain quelqu'un qui sera plus haut que moi. Donc, faut accepter aussi d'accompagner des gens qui vont aller plus loin que moi. Je sais pas si Mm. tu vois ce que je veux Mm. dire. Ouais, je vois, bien sûr. Après, j'aime le dire, c'est pas parce qu'on est formateur qu'on sera toujours dessus la personne qu'on forme. Il y a rien qui empêche la personne d'apprendre ce on lui a donné comme compétence, d'aller apprendre des choses en plus, et même plus tard venir nous les retransmettre après derrière, tout simplement. C'est cycle. Donc, il Et faut c'est si avoir une là. certaine humilité, une certaine pédagogie active. Et aussi, je pense qu'en tant que formateur, faut être capable d'aller chercher des outils qu'il y a par ailleurs. Moi, je sais que quand je m'intéresse beaucoup aux formations des autres personnes, ça me donne des Ouais. idées et j'échange avec d'autres personnes parce que j'ai conscience que je suis pas la meilleure formatrice du monde, mais par contre, je suis quelqu'un qui a de la bonne volonté. On a commencé, nous, par la position des femmes dans le numérique. Moi, je veux qu'on finisse aussi par là, principalement parce que on a commencé par poser les problèmes quelque part. On a montré comment tu les as résolus quelque part aussi, ça j'adore. Mais avant de partir dessus, moi je vais rester encore un peu sur la formation. Euh, Est-ce que quand on a des compétences et qu'on ne les transmet pas, comment on dit ça? C'est un peu comme si on n'arrosait pas les compétences qu'on avait et on les perd un peu derrière pour toi. Oui. En fait, ça c'est hyper intéressant parce que pendant longtemps, j'ai cru que dans certains domaines, j'avais pas des compétences. Mm, Ou en tout cas, je ne me rendais pas compte de mon niveau de compétence dans certains domaines. mm, Et ça, il y a ça et il y a le fait d'utiliser les compétences pour les transmettre. mm.
Il y a deux dimensions. Je te donne un exemple. J'ai travaillé beaucoup dans des projets internationaux en anglais, et donc j'ai la compétence de travailler en anglais. Oui. Et il n'y a que quelques années plus tard que j'ai compris que c'était vraiment une compétence, que Ouais. que tout le monde n'avait pas la même compétence que moi de pouvoir travailler en anglais. Bon, aujourd'hui, je Mm. propose pas encore des formations en anglais, mais je peux travailler avec des gens qui parlent anglais. Ouais. Et la capacité donc à appliquer ce qu'on a appris, c'est aussi quelque chose que je trouve hyper important. Par exemple, moi, je me suis formée à la facilitation graphique avec Valérie Roulier. Et Mhm. cette facilitation graphique me permet aujourd'hui de m'améliorer dans la manière dont je fais des formations. Et comment je procède, c'est que je pars du principe que ok, j'ai été formée, je suis pas parfaite, mais plus je fais, plus je m'améliore. Donc voilà, à tous les niveaux, j'essaye à certains moments de dessiner, de faire de la facilitation, de montrer à ma formatrice, regarde les évolutions comme une bonne élève, regarde ce que j'ai fait, etc. Parce que je considère que, ok, je suis apprenante, mais je peux passer de l'autre côté. Et je pense que c'est important aussi de la même manière, j'ai été formée à l'intelligence artificielle par la structure Draw My Futures d'Amélie Cécile. Mhm. Mhm. De fait d'appliquer ça directement, le fait que je m'intéresse à l'intelligence artificielle de plus en plus, je lâche pas l'affaire. Je reste dans le bon train et il faut être capable, en fait, de s'entretenir et de s'y intéresser. Des fois, on n'a pas le temps. C'est clair, on n'a pas le temps. Mais ne serait-ce que lire des articles, discuter avec des gens sur le sujet sur lequel on a été formé, ça nous permet de garder en tête nos compétences. Ce que tu dis là, franchement, c'est très intéressant. Parce que moi, je pousse toujours les gens à dire, peu importe ce que tu sais faire, va écrire un article sur Internet pour en parler. N'attends pas le jugement des autres parce que tu n'écris pas pour toi. Tu écris pour ceux qui forcément ne savent pas ce dont tu vas parler, en fait, quoi. Même s'il y a qu'une personne, même s'il y a que 10 personnes, il y a quelques personnes qui vont tirer profit de ce que tu vas dire, même si elles ne le disent pas. Il y a des gens qui secrètement apprécient ton travail, même sans venir te le dire, en fait, quoi, tout simplement, hein. Et, du coup, moi, ce que je voudrais faire avec toi pour la fin maintenant, c'est de parler grosso modo de ton rôle dans une association comme Yeso, en fait, dont on a parlé au début. Euh, Quand on ouvre le livre et que tu vois ta tête dedans, tu te dis quoi, en fait, j'ai réussi un parcours, j'ai réussi une étape de ma vie. Comment tu ressens ça, toi? Je crie de bonheur déjà intérieurement. Je montre cette page-là à toute ma famille, je le montre à mon papa. Et je Ouais. me rends compte, en voyant ce livre, que c'est une chance parce que je peux figer mon parcours à un moment donné, parce que c'est des fois super difficile quand on a un projet entrepreneurial de figer son parcours et de se rendre compte de ce qu'on a réussi à faire, Mhm. des épreuves qu'on a pu avoir. Et du coup, c'est intéressant de célébrer un peu ça, parce que c'est rare de se dire waouh, de se faire un bisou comme ça. Bravo, j'ai réussi. En fait, c'est hyper bizarre, mais des fois, Ouais. ça vaut le coup parce que on est passé par des épreuves, on est passé par des étapes, par des doutes, et ça célèbre en fait finalement un accomplissement. Mais c'est pas que ça. C'est aussi censé inspirer d'autres personnes. Alors l'idée, c'est pas d'avoir la grosse tête, mais c'est de se dire peut-être que moi, en tant que personne aussi humble que je sois, ou même, il n'y a pas besoin que d'être humble, on peut aussi mettre en avant tout ce qu'on a essayé de faire pour être à cette place-là, c'est d'indiquer à d'autres personnes qu'on on peut y arriver. C'est pas forcément simple, mais on peut y arriver par tel ou tel biais, que la personne peut nous c'est aussi comment dire, pour moi ce genre de livre, c'est aussi dire vous pouvez nous contacter. On est Ouais. disponible et on peut échanger et on est là en fait. On est ensemble. Vous êtes pas seul. Ce que je dis là, nous contacter là, franchement, je le vois aussi très souvent. Il y a des gens qui me contactent, ils me disent, et quand je réponds, ils me disent, je savais pas que tu allais me répondre, en fait, quoi. Je dis, mais pourquoi je savais pas, mais pourquoi je ne te répondrais pas d'abord? En gros, pour lui, comme il te voit écrit sur Internet, quand il voit tes vidéos sur YouTube, c'est un peu comme si tu avais mis une barrière entre lui et toi parce que tu es passé à la télé ou bien tu es dans son écran, en fait. Et justement, moi, j'ai dit souvent aux gens, n'ayez pas peur d'aller écrire aux gens. Au pire, ils vont pas te répondre. Ça va rien enlever sur vous. Mais généralement, les gens vous répondent toujours parce que c'est au moins la politesse, en fait, de vous répondre. Même si c'est pour vous dire non, on va vous répondre quand même d'abord. Et Oui, effectivement, la partie contacter nous là, franchement, c'est très important à mon sens. Surtout quand on veut accompagner, comme tu parlais tout à l'heure, l'accompagnement des femmes où Yeso est lancement est vraiment lancé dans le numérique. Comment tu vois ton rôle du coup évoluer
avec cette mise en lumière alors? Parce que bientôt dans le métro, on va te reconnaître. Hein. Non. Bah déjà, je voulais aussi remercier Oulématou qui m'a fait confiance pour apparaître dans le livre parce que c'est une opportunité que je trouve généreuse, vraiment incroyable parce qu'elle a aussi son propre parcours, donc elle emmène avec elle d'autres personnes. Ça, tout le monde le fait pas. Et donc moi, je vois ça comme le fait aussi de dire que dans l'informatique ou dans l'accompagnement, on construit notre propre métier. Parce qu'en fait, souvent, moi, c'est trop marrant. Dans mes études, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait des études déjà de japonais. Après le bac, Ah j'ai oui. fait des études de japonais parce que je m'intéressais aux langues étrangères. Et donc, en Attends, 2000, parenthèse, tu as 50 vies au moins, non? et Non? quand j'ai fait ça, Oui. tout le monde m'a regardé en me disant, mais comme si j'étais un alien. On m'a dit, Oui. mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais japonais? Et en fait, j'ai toujours été guidée par mon envie, ma curiosité, et quelque part, je trouve que le rôle qu'on a, c'est de dire suis tes rêves réellement. Il y a des choses sur lesquelles tu t'épanouis, c'est évident. N'aie pas peur de t'épanouir dans ce domaine-là. Alors, évidemment qu'il faut manger à la fin de de la journée, il faut que tu aies De mangé. la journée, ouais. Voilà, essaie de manger quand même. Mais s'il y a des choses sur lesquelles tu as un intérêt, ne perds pas ça de vue, écris des articles, discute avec des gens et tu trouveras ta place. Franchement, quand quelqu'un parle de japonais dans mes oreilles, ça sonne toujours un peu comme une lumière, quoi, tu vois. Moi, un de mes projets, c'est d'aller en vacances au Japon, par exemple, tu vois. Je suis pas Ah, encore parti, mais j'irai en vacances au Japon d'ici 5 ans ou plus tard, en fait, quoi, tu me prends. Quand quelqu'un parle de Japon dans mes oreilles, ça sonne un peu comme une lumière. Je sais pas pourquoi j'aime ce pays, mais bon. Je suis je jamais allé, conseille, jamais vu les Japonais de ma vie, mais je vais y aller. je conseille. Ah, oui, bien sûr. Euh, du coup, maintenant que tu es dans l'accompagnement, dans le numérique, quel conseil tu donnerais à quelqu'un ou alors une femme aussi qui hésite en fait à se lancer? Parce que moi, je dis ça de ma fenêtre de formateur. Des fois, quand il y a les journées de la femme, par exemple, je dis, on ouvre une formation pour les femmes, on le fait à 50% ou bien 75% moins cher. Mais même comme ça, c'est toujours les hommes qui viennent postuler et pas les femmes en fait. Ce sont les hommes qui viennent postuler pour être formés, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, je pense qu'il faut que il faudrait, il faut continuer les témoignages de femmes qui ont été formées. Il faut faire Oui. comprendre que moi, je donne un exemple souvent en formation. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça permet de dédramatiser un petit peu le rapport à la technique et d'expliquer en fait que c'est pas parce que on n'est pas fort en maths qu'on peut pas y arriver. Notamment moi, j'avais vraiment, je sais plus, à un moment donné, j'avais 5 de moyenne en maths. Je devrais pas le dire, mais c'est vrai. Je sais plus si c'était au lycée ou au collège. Bon, j'avais vraiment du mal. Et quand j'ai commencé mes études en informatique, je me suis dit qu'est-ce que je fais là avec les variables et constantes? Au secours. Et en fait, il y a ce truc de tout est possible. À un moment donné, notre esprit, il peut capter des choses différemment un peu plus tard dans la vie et de pas avoir peur de la technique. On peut toutes y arriver. Et même, on peut apporter une dimension différente à la technique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé des données, mais la sensibilité qu'une femme va avoir dans l'informatique sera sûrement peut-être différente de la sensibilité d'un homme. Et ça, il y en a besoin. Parce qu'en fait, dans les tests, dans la manière de s'adapter aux utilisateurs, les utilisateurs finaux, ce sont des femmes aussi. Donc, si toi, en tant que femme, tu t'intègres dans une équipe où il y a des hommes, tu vas donner ta vision des choses en disant, mais attendez, vous n'avez pas testé les femmes, là? Donc, vous avez votre place. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Ce que tu nous dis là, c'est très intéressant pour nous. Mon avant-dernière question, du coup, qu'est-ce qui résume aujourd'hui ton activité ou bien ta personnalité quand tu te lèves le matin, en fait? Mon activité, je pense que c'est... j'aime beaucoup faire de la prévention, parce que pour moi, il vaut Mhm. mieux prévenir que guérir. Mhm. Je pense l'autre pendant, c'est la conscience des compétences de chacun. Mhm. Pour aller plus loin, on peut pas deviner de quoi demain est fait, mais si on a conscience de ses compétences, on va plus loin. Pour moi, mon activité, c'est ça. C'est prévenir
et avoir conscience de ses compétences. Et c'est pour ça que ça s'appelle OCA. C'est vraiment, à un moment donné, on fait le bon en plus, quoi. Il faut y aller, quoi. On peut y aller. On y va. On se On y donne va. la propre autorisation d'y aller. Même si Ah, ça, alors c'est ça bien. fait peur, hein. Ça fait peur. Ouais. Mais en s'entourant bien, en allant dans des associations, en se formant, en allant, et puis je pense aussi que la plupart des gens, ce qui est difficile pour eux, pour changer, pour se former et tout ça, c'est d'avoir peur de, de savoir qu'est-ce que ça va donner, peur de se rendre compte qu'on n'a pas les compétences. Mais si on échange avec la personne, on voit que la personne est humaine, mais on va se sentir bien. Ah, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Alors, ma dernière que je pose tout le temps, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, que je t'ai pas posée du coup? C'était long, hein. Euh, On a fait une belle heure là. on Je a fait une regarde belle mon heure. compte, oui. Euh, Pas forcément. Je pense que les questions, elles étaient vraiment très bien. Mhm. J'ai apprécié l'échange spontané. J'ai pas de questions en tête. Moi, pourtant, qu'il y en ait beaucoup des questions. Là, j'ai pas de questions pas posées. On dit qu'en fin d'entretien, il faut toujours poser une question. Donc, si Bon, tu ok, n'en ok. poses pas, Alors, on dit souvent quand tu passes l'entretien dans une boîte, pourquoi tu as toutes tes questions que personne t'a prévu, pourquoi tu sortes un truc. C'est vrai qu'on n'est pas dans une boîte ou bien un entretien pro non plus, mais bon, si ça s'est bien passé euh, pour toi, pour moi, c'est le plus important en fait. mhm. Peut-être une question. Qu'est-ce que la question, ça pourrait être quoi? Euh, ouais, qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Vas-y, dis-moi. Ce que j'aime le plus, c'est marrant parce que ça me le fait beaucoup dans les accompagnements de personnes seniors ou les accompagnements, les formations que je faisais chez Simplon, des choses comme ça. C'est que Mhm. j'ai beau avoir n'importe quoi qui se soit passé dans ma journée, la veille, Mhm. etc. Quand j'ouvre la porte de la classe, de la formation, quand j'arrive, je me sens heureuse. C'est-à-dire que je me sens à ma place. Je sais pas ce qui se passe, mais les humains, bon, on a tous notre part d'ombre et notre part de lumière, mais dès que j'ouvre la porte, dès que j'ai quelqu'un en face, il y a une lumière, quelque chose de magique qui se passe, et cette relation de confiance, ce truc qui fait que j'aime être à cette place-là, bah en fait c'est inexplicable, mais c'est ce qui fait mon bonheur. J'avoue que ce que tu dis là, moi, je partage énormément. Je sais pas si tu dois appeler ça le symptôme de la porte ou bien l'idée à la porte. Moi, je dis toujours, quand tu rentres dans une pièce, laisse ce que tu avais avant dehors, en fait, quoi. Parce que ceux qui sont dans la pièce ne sont pas responsables de ce que tu avais avant. Il faut venir comme tu viens, comme on dit souvent. C'est ça le plus important, en fait, quoi. Parce que même quand tu rentres dans une pièce, surtout en tant que formateur, rien que l'air avec lequel tu rentres, l'ambiance avec laquelle tu rentres, en fait, ça donne déjà le mood, en fait, ça dégage déjà le début pour la suite de la journée, quoi, au final, ouais. Exactement, exactement. Ouais. Bon, merci beaucoup pour l'heure qu'on a passé ensemble. C'est très gentil encore une fois. Et puis, Merci. j'espère qu'on passera à Lyon, on dit bonjour. Quand on passe à Lyon, on dit bonjour, en fait, de temps en temps. Avec plaisir, carrément. Merci pour l'opportunité, hein. Merci beaucoup. Mais merci, c'est moi qui te remercie surtout hein, pour le temps que tu prends pour nous. Surtout qu'on a un jour férié. Donc, franchement, merci beaucoup.